écrivain voyageur. J'ai écrit des livres sur des voyages. Le voyage pour moi n'est pas une fuite ni une fin en soi. C'est le moyen de révéler le monde, de parler du monde, en d'autres termes plus lent, plus profond que ne le fait le journalisme des news, le journaliste, et un petit peu moins profond que ne le fait le journaliste d'investigation qui lui est très concentré sur des problèmes aigus. J'ai pas encore ce courage-là, ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, mes voyages me font brosser de vastes fresques à travers le monde et j'essaie d'en faire une synthèse pour parler du monde en d'autres termes. Alors la marche, c'était pas du tout quelque chose d'évident pour moi. Je détestais ça. Quand j'étais boy scout, il y a une partie dans le camp scout qui s'appelle le raid où on quitte le camp et on va marcher. C'était le truc que j'aimais le moins. Moi, j'aimais les installations, fabriquer des trucs avec des bouts de bois, camper, faire le feu, la cuisine. Enfin, j'aimais bien la vie du camp et les jeux, la vie avec les camarades. Mais le raid, je trouvais qu'on faisait un grand rond, comme ça on revenait au point de départ. Je dis bah, à quoi ça sert d'aller se crever les chines à aller arpenter ces kilomètres avec un gros sac à dos et tout. Et parce que je ne comprenais pas encore les vertus. Et c'est quand on est parti avec Sylvain Tesson marcher dans l'Himalaya, 5000 km, pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire d'autre que marcher dans les montagnes, que j'ai découvert les secrets que recelait la marche dans la profondeur, dans le temps dilaté, dans la rencontre, dans le temps méditatif aussi et contemplatif que la marche offrait. Et j'en ai découvert au fur et à mesure des kilomètres et des mois de marche, des milliers de kilomètres, les incomparables vertus. Voilà comment j'en suis venu à la marche, c'était en marchant. C'est en marchant qu'on devient marcheron. Je ne sais pas si je crois d'ailleurs que c'est profondément inscrit dans notre nature humaine, mais que notre vie stressée, rapide, matérialiste, où on doit absolument arriver du point A au point B le plus vite possible pour faire des trucs, nous a désappris de marcher. Et la marche est devenue un passe-temps de retraité. C'est dommage, parce que je crois qu'à tout âge, on a un intérêt à y trouver. La marche, moi, m'a appris à m'apaiser avec moi-même, à me réconcilier avec moi-même, à faire une thérapie à peu de frais finalement, euh, puisqu'on passe beaucoup de temps avec soi-même et on relit sa vie. C'est une relecture de ses erreurs, de ses succès, de ses limites, de ses pauvretés, de ses fragilités. Et ça permet de le faire en liberté, sans pression du regard des autres, sans jugement des autres. C'est une autocritique et une prise de conscience de la chance qu'on a d'être vivant, d'être soi-même, avec ses différences. Donc voilà, ça réconcilie avec soi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça vous réconcilie aussi avec les autres, les gens avec lesquels vous avez eu des problèmes dans votre vie, avec lesquels vous avez aussi des succès. Ça entame des dialogues, ça reprend des dialogues interrompus, ça entame des dialogues à poursuivre avec ces personnes. En fait, marcher seul, c'est être en communion avec énormément de gens qui deviennent plus réels que sur Facebook. Même si on n'est pas connecté avec un fil électrique, penser aux gens et leur consacrer du temps, c'est un peu prier pour eux, c'est un peu se mettre en leur présence, c'est au bout de quelques heures comprendre leur point de vue et reviser le sien. Donc c'est une thérapie aussi dans la relation qu'on peut avoir avec les autres, son chef, sa femme, son grand ado avec lequel on se prend la tête, ça peut être n'importe qui, le voisin. La marche, oui, est réconciliée avec ça, puisque on pensait partir, fuir le monde et les autres en marchant, et on se rend compte très vite qu'on a besoin d'eux et que tout seul on n'est rien, et que l'homme à l'état de nature n'existe pas, que nous sommes des animaux sociaux, et que nous ne vivons que d'interdépendance avec nos prochains, nos semblables. Donc c'est quelque chose d'assez considérable. On revient des marches beaucoup plus amènes, beaucoup plus souriants et beaucoup plus tolérants avec les autres. Et voilà, la marche, ça offre tout ça. Et éventuellement, pour ceux qui se posent des questions existentielles et ultimes d'ordre spirituel, la marche aussi offre du temps pour rentrer dans cette troisième dimension plus métaphysique de l'existence
et éventuellement de trouver des échos intéressants dans les signes, dans la nature, dans le dialogue intérieur, dans l'écho qu'un Dieu créateur peut, peut faire résonner en vous comme dans une guitare creuse. C'est cette vibration que l'on peut capter et qui fait de vous quelqu'un sur le chemin de la foi. Voilà, la marche peut aussi confirmer des athées incorrigibles, mais même ceux-là deviendront panthéistes. Ils se rendront compte qu'ils font partie d'une nature qui les dépasse, qui les précède et qui les succédera, et que dans l'ordre de la nature, l'espèce humaine dont ils font partie se distingue. Et voilà, nous sommes plus, je crois, et la marche vous le révèle très vite, qu'une addition de molécules purement animales. Il y a quelque chose d'autre de mystérieux dans la nature humaine qui vaut le coup qu'on marche pour se poser la question. Ma propre quête personnelle. La compréhension, la réponse à ma curiosité du monde, comprendre le monde, comment il fonctionne, hein, comme un mécanisme, comprendre la différence, ces gens différents, d'une autre couleur, d'une autre langue, d'une autre religion, d'une autre culture, d'une autre structuration, d'une autre histoire. Comment font-ils finalement pour penser comme moi? Comment se fait-il que par miracle on ait tant d'idées, tant de points en commun alors que tout nous a séparés, à la fois l'histoire, à la fois les lourdeurs, le passif historique, les structurations culturelles. Comment est-ce que lorsqu'on se met à table et qu'on discute, finalement on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes problèmes dans l'existence, les mêmes questions. Alors, pas que, évidemment, on n'est pas tous les mêmes, mais il y a cette espèce de convergence, c'est cette convergence humaine qui m'intéresse, plus que ce qui nous sépare. Évidemment, ça, on ne le connaît que trop, ça saute à la gueule, ça saute aux yeux. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous rapproche. Donc voilà ma quête. Voilà ma quête dans mon métier, dans mon travail, dans ma vie. C'est un travail de réunion, de synthèse, de compréhension synthétique et globale de l'extraordinaire complexité et diversité du monde. Donc ça, c'est sur le plan vraiment métaphysique. Comme tout le monde, je recherche la paix, le bonheur et l'amour. Mais cela ne peut arriver que si la liberté que j'ai choisie dans ma vie me permet de nourrir ces questions sur la nature du monde. C'est pour ça que j'ai fait ce métier et que je fais ce métier parfaitement librement, mon âme et conscience, en l'ayant choisi, en l'ayant conçu un peu moi-même. C'est pas un métier qui existe dans une carrière professionnelle classique. Voilà. Mais la question reste ouverte. Oui, évidemment, parce que sinon je ne me serais pas mis en marche. La perception du monde a beaucoup changé et mes marches ont justifié que cette perception ait changé. Sinon je ne marcherais plus, je ferais autre chose, quoi. Donc oui, la marche m'a rassuré sur le monde, m'a offert une vision beaucoup plus nuancée et beaucoup plus humaine de phénomènes géopolitiques, antagoniques, idéologiques, inscrits dans l'histoire à travers des guerres, des drames et des épouvantes. Quand on les vit et quand on touche du doigt le cœur et la nature de ces cultures dans leur diversité, on rentre finalement assez en paix, inquiet sur l'ordre du monde, parce qu'il y a des choses quand même qui sont inquiétantes, et rassuré sur la nature humaine, voilà, plutôt que l'inverse. Bon, en même temps, j'ai pas vécu la crise du Rwanda avec un coupe au-dessus de ma tête et j'ai pas perdu les deux mains. Peut-être que je serais moins positif sur la nature humaine si ça m'était arrivé et que j'aurais moins de facilité pour me détacher de l'épiphénomène et du drame ponctuel. Et si j'avais vécu l'horreur des tranchées en 14-18, peut-être que je serais moins aussi optimiste. Donc là aussi, on est fait de circonstances. Alors, est-ce que mes voyages m'ont fait changer? C'est une question, c'est oui et non évidemment. Oui, parce que rien n'est stable et rien n'est fixe sous le soleil, qu'on est tous en permanente évolution et que les idées évoluent, se maturent, s'affinent, on fait le tri aussi.
Et non, parce que on devient ce que l'on est, et la vie le révèle. Alors on a des choix aussi à opérer dans ce que l'on est, entre les côtés obscurs et les côtés lumineux de chaque individu. Donc oui, j'ai changé évidemment parce que je change et que je fais partie du vivant, et que je vieillis, et que je mûris, et que je m'assagis. Mais non, j'ai pas changé parce que ce jeune homme curieux qui était en moi est toujours là. Et, le changement est évolutif, donc on ne le voit pas venir. On ne peut que le constater 40 ans après, en se regardant dans un miroir. Mais on a toujours, je crois, on conserve toujours cette âme de jeune. Sauf si on a renié cette jeunesse. Africa Trek, c'était assez simple, hein. C'était partir du cap de Bonne-Espérance et marcher vers le nord jusqu'à l'autre bout du rift, qui est le grand rift africain, qui est le lac de Tibériade en Israël. Et donc en chemin, on ne savait pas vraiment par où on passerait, on ne savait pas qui on rencontrerait, on ne connaissait pas aucun de ces pays. D'Afrique de l'Est qu'on a arpenté, 11 pays, hein, Afrique du Sud, Lesotho, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Tanzanie, Kenya, Éthiopie, Soudan. On ne savait absolument pas dans le détail quels problèmes logistiques, techniques, passage de frontières, visa, tout ça, ça n'avait aucune importance. On se disait qu'on passerait, d'ailleurs on est passé. Le temps n'avait aucune importance, le temps qu'on mettrait n'avait aucune importance. On avait prévu 18 mois, ça a duré 39 mois. L'important, c'était de tout faire à pied, donc de vivre cette réalité géophysique, l'Afrique, sa vastitude, son immensitude physiquement, et corrélé au temps. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas tordre le cou au temps en accélérant, en prenant des voitures, en trichant, en sautant par-dessus des problèmes en avion. Et non, c'était quelque chose qui voulait être inscrit dans le temps et l'espace. On voulait ne jamais céder à la facilité de la tentation de la carte bleue. On se retire de l'Afrique pour aller dans un hôtel et dans notre bulle d'occidentalité, de confort, etc. Non, on voulait vivre comme les gens vivent, rester avec eux pour comprendre leur réalité, ne pas trahir cet échange et ce lien qu'on avait noué jour après jour avec tant de familles et tant de gens. Donc voilà, vivre comme les Africains à l'africaine, avec, même si ça ne veut rien dire, parce qu'il y a autant de réalités africaines que de villages africains, et de cultures africaines que d'Africains eux-mêmes. Donc voilà, c'était cette diversité, et à travers cette diversité, tout ce qui transcende toutes ces différences, c'était qu'est-ce que c'est que le fait africain, malgré ces différentes africanités. Et voilà, essayer de revenir d'Afrique avec de meilleures nouvelles, en rencontrant les gens et en les faisant parler. En fait, on a très peu parlé de nous dans cette histoire, on fait parler et on écoute les gens qui nous accueillent, nos hôtes du soir, et qui n'étaient jamais prévenus de notre passage, et entre les mains de qui la Providence nous faisait tomber le soir au soleil couchant vers 17 h. Donc voilà, il y a un côté magique, parce qu'aucun de ces maillons n'était prévu, mais c'est grâce à eux qu'on a traversé le continent. C'est pas la force de notre volonté ou de nos mollets, etc. C'était vraiment parce qu'on a été porté et supporté par tous ces gens. Voilà, c'est ça, Africa Trek, c'est une grande geste, une grande fresque à travers l'Afrique et le continent, un relais de famille en famille, 1200 familles africaines, de toute nature, de toute couleur, de toute religion, qui nous ont accueillis avec la même générosité, la même joie, la même espérance, la même fraternité. Alors pourquoi à pied l'Afrique? Parce que les Occidentaux y vont en voiture, sont pressés, vont de A à B, de l'hôtel au parc, et du parc à la montagne, et de la montagne à la chute d'eau, sans prendre le temps. Alors évidemment, il y a bien des humanitaires, il y a bien des missionnaires, il y a bien des coopérants qui font un travail extraordinaire en Afrique, mais ceux-là même sont dans des maisons, des voitures, vont au travail, au puits, à la centrale, au pont, au chantier, au machin, puis ils reviennent et finissent par vivre entre eux, même s'il y a des couples mixtes, même s'ils ont des amis locaux. Ça n'est pas la même fraternité que celle que nous recherchions, qui était purement désintéressée, instantanée, et qui n'était pas fondée sur des relations moi, l'homme blanc, j'apporte quelque chose, toi, le gentil africain, tu es gentil parce que je t'apporte quelque chose, du boulot, un salaire,
des denrées, des ressources, des soins, du savoir. Je suis professeur de français à Bangui, ah, évidemment mes élèves m'aiment bien, quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'on voulait rompre, on ne voulait rien apporter pour que la relation ne soit pas faussée justement par cette éternelle relation que l'homme blanc avec l'Afrique soit le fardeau de l'homme blanc et qui se transforme souvent en calvaire de l'homme blanc quand une horde de 100 petits-enfants courent après vous pour vous demander des t-shirts, des stylos, des casquettes. Là c'est juste la négation de la rencontre et du partage sincère. Donc si on a un exploit qu'on a pu accomplir, c'est qu'en 3 ans de marche, ça ne nous est jamais arrivé. Sauf dans les 2-3 endroits touristiques par lesquels on est passé, où là évidemment notre démarche pouvait être rendue confuse avec des occidentaux descendus dans la carte de touriste. Voilà, mais dès qu'on rentrait dans le pays réel et qu'on quittait ce décor de carte postale vendu pour les occidentaux, les rapports interpersonnels avec les gens étaient parfaitement dépassionnés, décomplexés et non pollués par tous ces rapports d'argent. Voilà. On avait des rapports de marcheurs instaurés au fil des jours et des heures de marche avec des Africains qui marchent aussi et dont on partageait le sort puisque on marchait ensemble de conserve sur la route et sur les pistes. Alors, tous les jours, en fait, c'était une ordalie. On s'en remettait entre les mains des autres. Et ces autres, c'était des pauvres, c'était des gens qui ne sont pas aidés, qui sont seuls, qui sont en pleine brousse et qui ne peuvent compter sur personne. Et c'est eux qui venaient à nous. Donc, le rapport est magique parce que cette personne-là vient vous sauver la vie, quoi, réellement. Bon, vous pourriez vous en sortir autrement tout seul, mais ça serait un échec justement de notre histoire, de notre projet. C'était de susciter, de provoquer le meilleur en l'homme. On aurait pu provoquer des coups de poing, des coups de couteau et des coups de crosse. Ça aurait pu arriver. Hein. Il y a des gens en Afrique qui sont à ce point désespérés qu'on aurait pu tomber dans une embuscade d'un type qui va vraiment besoin de ça pour survivre et faire vivre sa famille. Donc j'ai pas la naïveté de croire que ça n'aurait pas pu arriver. Ça n'est pas arrivé pour de nombreuses raisons. Euh, la chance, la providence, le mystère, le flair aussi, les conseils de nos autres qu'on suivait, et puis une sorte de sixième sens qu'on redéveloppe quand on marche et quand on vit dehors, un flair du danger qu'on repère à distance et qu'on évite, voilà, qu'on contourne. Alors là encore, c'est pas un truc infaillible, c'est pas rationnel et on aurait pu se planter, donc on a eu aussi de la chance. Voilà, donc au final, le gain spirituel on en retire, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. C'est une confiance en l'autre, plus de peur. Là où l'Afrique me faisait peur, les Africains, enfin un homme noir en pleine nuit dans une brousse africaine, a priori ça pouvait me faire peur. Aujourd'hui, il peut faire 2 mètres de haut, ça m'est arrivé, j'ai eu peur, mais ça s'est révélé être un homme absolument merveilleux qui s'appelait Paul Jérusalem, qui était pasteur, qui avait une petite femme d'1,60 m, et ce type-là nous a hébergés chez lui alors qu'on tombait dessus, ça aurait pu être un ogre, quoi. Et c'est plutôt l'inverse qui a été vrai, c'est nous qui faisions peur aux petits-enfants de certains coins d'Afrique, à qui on raconte le soir quand ils sont passage, si tu es passage, le grand méchant blanc viendra te chercher et te punir. L'ogre, c'est nous en fait. Et donc voilà ce qu'apporte la marche, voilà ce qu'apporte le dénuement, voilà ce qu'apporte cette fragilité volontaire, cet état de vulnérabilisation volontaire dans lequel on s'est mis. Au lieu d'apporter de la peur, ça apporte de la confiance en l'autre. C'est un truc qu'on devrait faire à plein de gens. Alors tous les jours, notre seul carburant, c'était pas la poignée de foufou qu'on recevait pour avancer, c'était l'amour qu'on recevait de toutes ces familles et de tous ces gens qui n'ont que ça à donner, puisqu'ils n'ont rien d'autre. Hein. Ils ont tout perdu, leurs femmes plusieurs fois dans leur vie, leurs enfants plusieurs fois dans leur vie, leurs troupeaux plusieurs fois dans leur vie, leurs récoltes plusieurs fois dans leur vie, leur maison plusieurs fois dans leur vie. Ce sont des gens qui reconstruisent en permanence leur vie. Quoi. Mais qui, malgré ces immenses blessures qui nous mettraient à terre et dont on ne se relèverait pas, continue à être hospitalier, généreux, croyant. Donc on est édifié, quoi. Chaque jour, on est édifié par la gentillesse et l'amour que l'on reçoit. Et donc on ne peut faire que le rendre et essayer d'être à la hauteur de cet amour. Donc voilà, c'était ça notre carburant. On n'aurait jamais traversé ce continent à pied
si ça n'avait été que dans la détestation, le rejet et l'incompréhension, ça aurait été impossible. Les épreuves physiques, la douleur, oui, je me souviens de Sonia, quelques larmes. Moi, de désespoir quand je la voyais mourir à petit feu du paludisme. Oui, forcément, les larmes font partie de la vie et décréter qu'on n'a pas pleuré en 3 ans, ça serait juste totalement inhumain. Donc oui, évidemment, les moments de joie, on a plus pleuré de joie que de malheur, ça c'est sûr. Euh, on pleurait beaucoup le matin avec nos hôtes quand on les quittait, parce qu'eux pleuraient, ils ne voulaient pas qu'on reparte, et le lien avait été si fort et si instantané que cette émotion voilà, nous sortait des yeux. Et donc c'était plus des larmes d'amour. Oui, on pleure en Afrique. Mais comme le disait ce photographe célèbre sud-africain qu'on avait rencontré, Obi Oberholzer, Africa is a happy sad land. C'est un joyeux pays triste, ou un triste joyeux pays, parce qu'évidemment il y a des drames, il y a des lourdeurs et des pesanteurs, mais qui ne se soignent pas à coups de révolte, de révolution, de haine et de xénophobie. La thérapie, c'est plutôt les larmes, la prière, le dépassement de soi, voilà, comme ouais, le feu et la rage révolutionnaire n'a pas encore affecté ce continent. Peut-être que c'est en train de venir, mais nous, les larmes, c'était plutôt des larmes à la fois de fatalité, de souffrance des autres, de compassion et de joie. C'était un mélange. Donc, on vit des sentiments très forts qu'on ne vit pas d'ordinaire en Occident quand on a une vie très matérialiste.